Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je suis au centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt. C'est l'hôpital psychiatrique des Vosges. Et dans cette vidéo, on va voir les certificats d'hospitalisation sous contrainte. Alors c'est parti, on perd pas de temps. Let's go! Voilà, donc je suis en présence du docteur Ahati. Donc moi je suis le docteur Ahati, je travaille au CH Ravenel depuis une dizaine d'années, psychiatre. Et donc on se connaît bien parce qu'on a fait un petit peu des stages d'internat ensemble, donc on se connaît très bien. Et on va parler donc dans cette vidéo des certificats sous contrainte. Déjà j'ai envie de dire, tu sais, il y a régulièrement des gens qui m'appellent au SAMU et qui veulent faire hospitaliser un de leurs proches en disant il va pas bien, je veux le faire hospitaliser de force en psychiatrie. Alors comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour hospitaliser les gens en psychiatrie? C'est une situation qui est fréquente. Ouais. Après les hospitalisations en psychiatrie, surtout sous contrainte, elles sont extrêmement réglementées par la loi. Okay. Il y a différents types de certificats qui sont possibles et de modes d'hospitalisation différents. Alors qu'est-ce qu'il y a comme mode d'hospitalisation? Le mode d'hospitalisation le plus courant, c'est les hospitalisations libres. Ouais. Donc c'est les gens qui sont hospitalisés, parfois à leur demande, souvent d'ailleurs à leur demande, et qui sont hospitalisés avec leur consentement. Okay. Et c'est le mode d'hospitalisation le plus fréquent. Donc c'est pas une hospitalisation sous contrainte. Pour le reste, les hospitalisations sous contrainte, il y a différents types. Donc il y a les hospitalisations sous contrainte à la demande d'un tiers. Et ça c'est un proche qui demande et qui dit je veux que mon père ou mon frère soit hospitalisé. Ça c'est la demande d'un tiers. Okay. Ouais. Et il y a les soins sous contrainte à la demande du représentant de l'État. Donc là dans ces situations, c'est quand il y a des troubles à l'ordre public. Donc lorsqu'il y a des agitations, là c'est le maire ou quelqu'un de l'État ou un administré qui va... C'est le maire ou le préfet qui va valider. Pour faire une hospitalisation sous contrainte. Exactement. Et dans l'hospitalisation à la demande d'un tiers, ça arrive de temps en temps que nous on nous amène des gens aux urgences, mais qui au final n'ont pas de proches ou personne n'est présent. Et comment est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Alors dans les hospitalisations à la demande d'un tiers, il y a différents types, il y en a 3. Donc il y a soit la mesure de contrainte avec une procédure normale, donc il y a 2 certificats médicaux qui sont rédigés, dont un certificat médical qui est rédigé par le médecin des urgences. Donc ça doit être il faut 2 médecins. Il faut 2 médecins. Et un tiers. Et un tiers. Ok, d'accord. Ça, c'est la mesure classique. Mesure classique. Il y a le certificat de procédure d'urgence, où à ce moment-là, il y a une demande de tiers et un certificat médical. Donc un médecin suffit et un tiers. Exactement. Ok, d'accord. Et la troisième? Et la troisième, elle est un petit peu particulière parce que c'est toujours une demande d'hospitalisation, une mesure de contrainte à la demande d'un tiers, mais sans qu'il y ait de certificat de tiers. Lorsqu'il n'est pas disponible, lorsqu'il n'y a pas de tiers disponible, on peut quand même hospitaliser quelqu'un Parce que parfois il est injoignable ou que le patient n'a pas d'entourage. Ok, d'accord. Et donc ces certificats, c'est pas toi qui les signes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un médecin qui soit à l'extérieur du bâtiment de l'hôpital psychiatrique. Il ne faut pas que ce soit un médecin de l'hôpital psychiatrique qui fasse ce certificat. C'est un médecin des urgences ou un généraliste. Ou est-ce que par exemple un chirurgien ou un cardiologue peut faire un certificat aussi? Alors tous les médecins sont habilités à réaliser un certificat de mesure de contrainte. Il n'y a que dans la procédure d'urgence, donc où on nécessite un seul certificat, qu'un médecin psychiatre de l'établissement, avec un certificat de tiers, peut rédiger une mesure de contrainte. D'accord. Alors par contre, je crois que le médecin qui doit rédiger le certificat pour hospitaliser la personne, il ne doit pas avoir de lien de parenté directement. Un médecin cardiologue, par exemple, ne peut pas faire hospitaliser de force sa femme. Ben non, effectivement, même si ça peut être tentant, j'imagine. Un médecin ne peut bien sûr pas rédiger de certificat de mesure de contrainte pour quelqu'un avec qui il a des relations. Donc c'est proche. Et dans tous les cas, il faut savoir que lorsqu'on est hospitalisé donc de force en hôpital psychiatrique, donc c'est sous contrainte, donc c'est pas, on ne souhaite pas l'être, donc souvent les gens ne sont pas contents, bien sûr. Et ce certificat est réévalué systématiquement au bout de 24 heures. C'est ça? C'est qu'au bout de 24 heures, il y a un psychiatre, donc cette fois de l'établissement, donc toi par exemple, si tu es de garde, tu vas réévaluer la pertinence du certificat, savoir si oui on maintient, ou au final non, il n'y avait pas nécessité et puis on laisse repartir la personne. Il y a une réévaluation au bout de 24 heures. Il y a une autre réévaluation, souvent par un autre psychiatre, au bout de 72 heures. Ah, c'est encore un autre psychiatre après? Ok, d'accord. Entre le 5e et le 8e jour, il y a le passage devant le juge des libertés et détention. Ok. Avant 2011, quand il y avait des hospitalisations sous contrainte, c'était un peu au beau vouloir du psychiatre. D'accord. Depuis la nouvelle loi, tous les patients qui sont hospitalisés plus de 5-6 jours rencontrent forcément en tout cas ont une convocation pour rencontrer le juge des libertés et détention qui détermine si les droits du patient ont été respectés. D'accord, ok. Donc c'est tout, c'est une procédure en fait qui est suivie régulièrement. Et après, cette réévaluation-là, elle est faite tous les combien de temps? Si jamais la demande de mesure de contrainte elle est confirmée auprès du juge des libertés, l'hospitalisation peut être prolongée. Et si elle est prolongée au-delà d'un mois, il y a un certificat médical mensuel qui doit être réalisé. Tous les mois, un certificat doit être réalisé. Est-ce qu'on peut rester hospitalisé toute sa vie?
Ça peut arriver, mais vraiment dans des cas très très exceptionnels. Ok. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on rédige ce certificat, donc nous on a des certificats types en fait, on a juste tout est, il y a des textes de loi en fait, c'est vraiment, on a un canevas en fait de ce certificat et on a les symptômes qu'on doit décrire, c'est que normalement on ne doit pas nous poser de diagnostic au niveau des urgences, mais on va décrire les symptômes que le patient présente en fait directement à l'hôpital. Donc l'objectif du certificat, c'est effectivement d'écrire les symptômes et surtout de décrire en quoi ils vont poser un problème finalement à l'extérieur. Okay. C'est-à-dire de savoir si le patient présente un danger pour lui-même ou pour les autres. Et donc petite particularité, c'est qu'aux urgences, donc lorsque les gens se présentent et qu'ils ont ces troubles-là, alors lorsqu'ils ont des troubles connus, c'est des maladies qui sont déjà étiquetées comme par exemple bipolaire ou schizophrène, qu'ils arrêtent leur traitement, on a la cause, on sait à peu près pourquoi ça ne va pas et pourquoi il faut qu'ils soient hospitalisés. Par contre, lorsque c'est une découverte de maladie, quelqu'un qui du jour au lendemain va présenter des troubles psychiatriques, il y a besoin de ce qu'on appelle un bilan somatique, c'est ça? Oui, il faudra forcément une exploration en amont pour s'assurer que les troubles qu'on constate aux urgences, les symptômes qu'on constate aux urgences ne sont pas liés à un trouble physique ou somatique. Ou par exemple une tumeur du cerveau qui pourrait être responsable de troubles psychiatriques et être hospitalisé de force en psychiatrie alors qu'au final, ça serait une tumeur du cerveau. Par exemple, voilà. Que ce soit un trouble neurologique ou une consommation de toxiques. Donc c'est vrai qu'habituellement, on a régulièrement une prise de sang et qui est effectuée avec souvent un scanner cérébral également, ça c'est au moins le minimum. Et en effet, la recherche de toxiques, parce qu'on a aussi bien sûr l'alcool qui peut modifier les troubles et faire décompenser éventuellement. Donc on a tous ces éléments-là à prendre en compte, sachant que lorsque les gens sont trop alcoolisés aussi, parce que les certificats, ça arrive souvent, assez habituellement nous la nuit, souvent lorsque les gens sont un peu plus, alors je ne sais pas si la nuit est un facteur un peu plus excitant auprès des gens ou pas, mais il y a ce côté un petit peu nuit, avec aussi des fois la prise d'alcool en plus. Très régulièrement, on a quasiment tous les soirs des gens qui nous appellent au SAMU, il n'est pas bien, il est alcoolisé. Il décompense, il est fin fou, il faut l'hospitaliser de force. Ça, non, on ne peut pas faire immédiatement. Dans tous les cas, on doit déjà avoir un passage au niveau des urgences où on va attendre que le taux d'alcool diminue parce que ça, malheureusement, on aimerait bien, mais il n'y a pas d'antidote. Quand il y a l'alcool qui est dans le sang, il faut attendre que le foie fasse son travail et que ça peut être des fois très très long. Donc souvent, on les garde toute la nuit aux urgences et on attend le lendemain matin pour avoir une réévaluation. Exactement, parce que l'évaluation psychiatrique pour une hospitalisation sous contrainte ou pour une hospitalisation tout court doit se faire de toute manière à jeun. Voilà, et une fois qu'on est à jeun et qu'on a entre guillemets les idées un peu plus claires, on va voir si les troubles persistent ou pas et en fonction si la nécessité d'une hospitalisation se maintient ou pas. Exactement. Comme assez fréquemment, on a régulièrement des tentatives de suicide avec des prises de médicaments et on sait que lorsque les gens sont sous l'emprise de médicaments et de l'alcool, ils ne sont pas maîtres de leurs pensées et il faut attendre qu'ils cuvent un peu tous ces toxiques, d'avoir une réévaluation un peu à distance, à semi-froid on va dire, pour savoir si oui ça se maintient, il y a bien des idées suicidaires qui persistent par exemple ou pas. Exactement, en général, donc c'est sous forme de crise que ça peut survenir, surtout dans un contexte de consommation. Et à l'issue de la consommation, quand ils sont sobres, parfois la crise s'estompe d'elle-même. Et donc en parlant de ça justement, on a quasiment tous les soirs des gens qui nous appellent au SAMU également pour un de leurs proches qui est alcoolisé et qui disent je veux qu'il arrête l'alcool, il est alcoolique, j'en peux plus, je veux qu'il arrête. Et là il est tout alcoolisé, il est pas bien, il faut qu'il soit hospitalisé de force. Là, comment est-ce qu'on peut faire dans cette cas-là? C'est une demande qui est très fréquente et toutes les études ont démontré que les hospitalisations pour sevrage sous contrainte ne sont pas efficaces. Les sevrages, normalement, sont forcément anticipés, ils doivent être travaillés en amont, travaillés dans un centre médico-psychologique ou en ambulatoire, avec un programme et défini. Les hospitalisations pour sevrage ne se font pas dans l'urgence, parce qu'elles n'ont pas montré d'efficacité, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que les addictions, que ce soit l'alcool là, mais ça peut être le tabac ou d'autres drogues dures, même des fois, cocaïne ou autre, si on veut forcer la personne à le faire, il ne le fera pas, il faut que ça vienne de lui-même en fait. Exactement. C'est ça. Et autre élément, c'est que des fois, nous on cite des gens qui veulent arrêter l'alcool, mais qui sont souvent très alcoolisés à ce moment-là. Oui. Et de la même façon, pareil, c'est un peu compliqué parce que lorsqu'ils sont imprégnés d'alcool, on n'est pas maître de ses pensées, donc il faut attendre souvent que le taux d'alcool diminue et de savoir si oui, est-ce que ça persiste ou est-ce qu'au final, non. En fait, exactement, c'est exactement ça. La seule exception qui existe, ce serait les équivalents suicidaires, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les consommations sont telles qu'elles entraînent des gros problèmes, que ce soit des comas ou des overdoses, et encore, il faudrait que ce soit important ou régulier. C'est le seul contexte où ça pourrait entraîner des hospitalisations sous contrainte. Et donc Younes, il y a également un autre truc, c'est que tu sais, dans les films, on voit régulièrement dans les films américains des fois, les gens qui sont hospitalisés en psychiatrie, qui sont dans des camisoles de force avec des chambres capitonnées. Est-ce que ça se passe comme ça au final? Bon, c'est des images qui sont fortes et c'est vrai que du coup la psychiatrie a un côté qui est extrêmement connoté et parfois ça limite l'accès aux soins. Malheureusement pour des patients qui ne souhaitent pas d'hospitalisation de crainte d'être confrontés à cette situation comme ça. Okay. Dans la la majorité des hospitalisations qu'on a, bien sûr, malheureusement c'est des gens comme vous et moi, dans un contexte de crise qui sont hospitalisés parfois pour des problèmes d'anxiété ou de dépression.
et qui sont respectés comme n'importe qui, heureusement. Exactement. Et donc dans les hospitalisations sous contrainte et lorsqu'on a des gens qui refusent d'aller à l'hôpital psychiatrique, nous ça nous arrive aussi très régulièrement toutes les semaines, c'est vrai que des fois les gens se mettent en danger et qu'on doit carrément les mettre faire un isolement, une contention chimique, c'est-à-dire mettre un médicament pour les calmer sur le plan psychique, donc une piqûre, une injection de médicaments, et également sous contention physique associée, parce que des fois les gens peuvent, en attendant que le médicament arrive, des fois j'ai vu des gens vraiment se faire mal, aller jusqu'à donner des coups de poing, voire mettre des coups de tête dans les murs, donc là ils peuvent vraiment également se mettre en danger, donc là il peut y avoir nécessité d'avoir des contentions physiques avec où on attache les gens sur les brancards, mais également, ça c'est protocolisé avec une surveillance régulière en fait, du patient pour être sûr que tout se passe bien. En fait, c'est extrêmement réglementé, ça l'est de plus en plus. Tout ce qui est de l'isolement ou de la contention, ça c'est vraiment dernier recours. C'est extrêmement traumatique pour le patient d'abord, pour les équipes aussi, mais pour le patient d'abord. Et ça c'est vraiment dernier recours. Les indications d'isolement, c'est vraiment quand il y a une menace pour le patient lui-même ou pour l'entourage. C'est vrai qu'on n'aime pas le faire ça, mais des fois on laisse des fois quand même la chance aux patients. Puis des fois on voit bien que malgré tout c'est pas possible en fait. Et puis qu'on doit, typiquement la personne qui a un taux d'alcoolémie qui est élevé, qui est très agressif, qui ne se laisse pas faire, qui veut partir et qui vient presque des fois sous l'emprise de l'alcool, mais à violenter le personnel aussi. Bien sûr, c'est pas acceptable, mais il ne faut pas qu'il se mette lui aussi en danger, donc on peut avoir nécessité d'avoir une contention physique et chimique dans ce cadre-là. C'est ça. Et avoir à chaque fois la réévaluation. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que nous, dans l'hôpital, en tout cas d'Épinal, on a des équipes de liaison, des infirmières de psychiatrie qui viennent réévaluer directement sur place et discuter directement avec l'hôpital psychiatrique pour faire le lien et réévaluer en fait la pertinence de rédiger un certificat aussi sous contrainte ou pas. Comme la réévaluation, de toute manière, elle est fréquente, que ce soit pour les patients hospitalisés dans quel que soit le contexte, mais la réévaluation doit se faire aussi pour les contentions ou pour l'isolement. Et pour finir la vidéo Younes, petite spécificité, c'est qu'on a aussi les hospitalisations libres, c'est-à-dire que là on peut demander à dire je vais pas bien, je veux être hospitalisé en psychiatrie, mais c'est pas parce que vous allez pas bien et que vous voulez être hospitalisé en psychiatrie qu'obligatoirement vous allez l'être, c'est ça. Ouais. C'est que c'est une hospitalisation libre, mais c'est sous validation. Donc l'indication doit toujours être posée par un médecin de toutes les manières. Donc effectivement c'est fréquent. Parfois c'est des patients qui n'ont pas débuté de suivi, qui n'ont jamais initié de suivi, qui voudraient débuter par l'hospitalisation, c'est pas toujours pertinent. Et juste pour terminer, il faut savoir aussi que souvent proche de chez vous, dans beaucoup de villes en France, il y a ce qu'on appelle des CMP, des centres médico-psychologiques, normalement ouverts à peu près aux heures ouvrables, et puis où les gens sont accueillis, il y a toujours normalement à peu près une oreille pour écouter un petit peu et puis d'initier en tout cas une prise en charge. Dans la majorité des centres médico-psychologiques, il y a un temps d'accueil où on peut se présenter, même si c'est vrai que c'est toujours mieux d'appeler, de prendre un rendez-vous, de signaler sa situation par téléphone avant de se déplacer. Bon écoute, merci Younes, c'était vraiment cool, on a fait le tour. Merci à toi. Comme d'habitude, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Ouais. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir et moi je vous dis à la prochaine. Salut!